Bon, c'est Halloween cette semaine, autant vous parler d'un film qui me fait encore flipper aujourd'hui. Vous vous souvenez quand Blumhouse faisait des bons films d'horreur? Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public. L'émission est à retrouver à la fois en podcast et sur YouTube tous les 15 jours le lundi à 17 h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'une de mes recommandations. Et comme c'est Halloween, on va parler d'un film toujours efficace, à savoir Sinister. Je reviendrai également sur quelques news en bref. Nous verrons des suites de Predator et d'Alien, le prochain projet de Christopher Nolan, ainsi que les premiers retours de Gladiator 2. Et ça commence maintenant. Ma recommandation est un film de 2012 réalisé par Scott Derrickson, le papa de Doctor Strange, mais plus expérimenté dans le genre de l'horreur comme avec L'exorcisme d'Emily Rose. Le long métrage est porté par Ethan Hawke et Juliette Rylance. Sinister est un film d'horreur qui combine efficacement des éléments du genre surnaturel, du thriller psychologique et du fan footage. Le film met en vedette Ethan Hawke dans le rôle principal d'Ellison Oswalt, un auteur de romans criminels en quête d'un nouveau succès qui, en enquêtant sur une série de meurtres macabres, découvre l'existence d'une force démoniaque. Avec son atmosphère oppressante, son usage innovant des fan footage et sa construction progressive de la tension, Sinister est devenu l'un des films d'horreur les plus marquants de la décennie. D'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai vu Sinister, je ne pensais pas avoir peur au cinéma. En effet, les films comme L'Exorciste ou le téléfilm Ça m'avaient traumatisé au point où lorsque j'allais au cinéma, j'avais plus vraiment peur de quoi que ce soit. Et pourtant, j'en ai vu des films d'horreur, et moult, mais chacun respectant les codes à la lettre deviennent malheureusement prévisibles et montrent tout. Pour plus de spectacle. Le sentiment d'insécurité disparaissait si on te montre tout. Forcément, la peur disparaît aussi. Mais Sinister a créé des éléments qui ont changé les choses. Même James Wan, qui n'a pas encore réalisé à l'époque de la sortie de Sinister sa saga Conjuring, s'en inspira en retournant ses codes contre nous, nous bousculant en tant que spectateurs. Alors pour l'histoire, on suit Ellison Oswalt, un écrivain à succès en perte de vitesse, connu pour ses récits basés sur des enquêtes criminelles réelles. Désespéré de retrouver la gloire après plusieurs échecs littéraires, il déménage avec sa famille dans une nouvelle maison sans leur dire qu'il s'agit de la scène d'un horrible crime. Là, il découvre une boîte de films de Super 8 dans le grenier, chacun contenant des enregistrements de différentes familles brutalement assassinées dans des circonstances mystérieuses. À mesure qu'Ellison examine les films, il remarque un motif. Après chaque meurtre de famille, un des enfants disparaît. En parallèle, il découvre la présence récurrente d'une figure sinistre dans les vidéos. Il l'identifiera d'ailleurs plus tard comme un démon antique appelé Bagoul, une entité surnaturelle qui se nourrit des âmes des enfants et utilise les images pour entrer dans notre réalité. Plus il s'immerge dans les recherches, plus Ellison devient obsédé par les meurtres, ce qui commence à affecter son équilibre mental ainsi que sa relation avec sa famille. La découverte ultime de la véritable implication de Bagoul mène à une conclusion, on va dire originale, mais j'en dirai pas plus. Même si, je tiens à le préciser, on va spoiler tout de même. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film, revenez plus tard. Alors le film aborde l'obsession et la déchéance. L'un des thèmes centraux du film Sinister, c'est l'obsession, représentée à travers le personnage d'Ellison Oswalt. Dès le début du film, il est présenté comme un auteur qui est prêt à tout pour retrouver le succès, même à mentir à sa propre famille, sur la véritable nature d'ailleurs de leur nouvelle maison. Son obsession pour résoudre le mystère derrière les meurtres l'entraîne dans une spirale de plus en plus destructrice. Le fait qu'Ellison continue à visionner d'ailleurs les films Super 8, même après avoir pris conscience de leur nature, aussi maléfique soit-elle, souligne cette descente
glissante dans la folie. Cette obsession se retourne contre lui, de façon même tragique, alors qu'il réalise trop tard que sa quête de vérité a mis sa propre famille en danger. La thématique de l'obsession est classique dans les récits d'horreur psychologique, et dans le cas de Sinister, elle prend une dimension tragique lorsque l'horreur se répercute directement sur ceux qu'il aime. On peut y voir un modèle comme Shining qui avait à peu près le même thème. Le film met en lumière aussi le thème du voyeurisme à travers la fascination d'Ellison pour les images macabres de films de Super 8. En tant qu'auteur spécialisé dans les crimes réels, il est habitué à documenter la violence, mais cette fois-ci, il est directement confronté à des scènes de meurtre qu'il sait réelles et proches de lui. Le fait de regarder ces vidéos crée aussi une forme de culpabilité morale. Ellison s'enfonce dans le voyeurisme morbide, fasciné par la violence, ce qui reflète aussi son propre conflit intérieur. En se servant des tragédies familiales comme matériau pour son livre, il devient indirectement complice de la souffrance et de la mort. La culpabilité qu'il ressent pour exploiter ses horreurs le rend encore plus vulnérable à l'influence de Baghoul, renforçant aussi ainsi l'idée que la fascination pour la violence a des conséquences. Dans Sinister, les films Super 8 ne sont pas de simples enregistrements de meurtres, mais des portes vers une entité. Baghoul utilise ces images pour s'immiscer dans le monde réel et influencer les enfants. Ce concept d'ailleurs renforce l'idée que le mal peut se propager à travers la visualisation d'images, un thème pertinent dans une époque où les médias diffusent constamment des images violentes ou perturbantes. Voire maintenant des idées, n'est-ce pas ces news? Le pouvoir des images comme moyen de transmission du mal est un concept qui a été exploré dans d'autres films d'horreur, comme The Ring par exemple, mais Sinister l'aborde de manière unique, en liant ce pouvoir à l'héritage démoniaque. Le fait qu'Ellison soit un écrivain cherchant à exposer la vérité à travers des récits basés sur des faits réels amplifie la gravité de cette idée. En cherchant à révéler la vérité à travers ces images, il ouvre involontairement la porte à quelque chose de bien plus dangereux. Le film met en avant aussi la dynamique familiale et l'impact de l'obsession d'Ellison sur sa femme et ses enfants. Sa décision de déménager dans une maison marquée par un massacre sans en informer sa famille est le premier signe d'une rupture entre ses responsabilités familiales et son ambition personnelle. Cette fissure s'accentue à mesure qu'Ellison plonge dans ses recherches, négligeant les signes de détresse de sa famille et mettant leur sécurité en danger. Il est quasi même d'ailleurs absent pour eux. L'un des aspects les plus troublants de Sinister est que Baghoul ne tue pas directement les familles, mais manipule les enfants pour qu'ils le fassent. Cela symbolise la destruction de la cellule familiale de l'intérieur, comme a pu le faire par exemple l'exorciste de William Friedkin. La relation de confiance entre les parents et les enfants est pervertie par le démon, ajoutant une dimension plus terrifiante à la tragédie familiale. Ethan Hawke interprète magistralement Ellison Oswald, un personnage complexe qui oscille entre l'ambition, l'arrogance et la vulnérabilité. D'ailleurs, dès le début du film, Ellison est montré comme un homme obsédé par la gloire passée et désespéré de retrouver un succès similaire. Sa quête de la célébrité devient presque égoïste et il est prêt à tout risquer, même la sécurité de sa propre famille pour y parvenir. Au fur et à mesure que le film progresse, la performance de Hawke capte parfaitement l'évolution psychologique de son personnage. Ellison passe d'un homme sûr de lui à une personne rongée par le doute et la peur. Sa dégradation mentale est soulignée par sa dépendance croissante à l'alcool et par des hallucinations terrifiantes qu'il commence à avoir, le rendant de plus en plus instable. À travers Ellison, le film explore les dangers de l'isolement et de l'obsession professionnelle qui peuvent mener à la désintégration de l'individu et de sa famille. On le voit régulièrement un verre à la main, plongé dans le noir, comme si rien à l'extérieur n'avait d'importance. Le personnage principal s'interdit la lumière du jour, alors que les événements ne se passent pas forcément que dans la nuit. Au contraire, quel que soit le moment où se passe l'action, vous n'êtes jamais en sécurité. Et en tant que spectateur, on ne sait pas comment le mal va surgir. Alors on va parler du démon Baghoul et de son symbolisme. C'est un babylonien d'ailleurs comme Pazuzu dans l'Exorciste. Il est également connu sous le nom de mangeur d'enfants et la force démoniaque qui manipule les événements du film. Son image inquiétante, souvent montrée de manière fugace dans les films Super 8 ou à travers des dessins d'enfants, en fait une présence omniprésente et effrayante, sans forcément qu'on le voit tout le temps. Le fait qu'il soit capable d'influencer et de corrompre les enfants, qui sont généralement symboles d'innocence, eh bien ça rend son personnage encore plus effrayant et terrifiant. Baghoul est également aussi une métaphore du mal insidieux qui s'infiltre lentement dans une famille, ou une société d'ailleurs, souvent sous des formes apparemment innocentes, les enfants dans ce cas. En manipulant les enfants pour qu'ils commettent des meurtres atroces, Baghoul pervertit leur valeur morale et leur pureté. Cela pourrait même être vu comme une critique des forces de corruption dans le monde moderne qui peuvent transformer des individus vulnérables en instruments de violence, comme a pu le faire Joker en 2019. Scott Derrickson a réussi à créer une atmosphère extrêmement tendue et oppressante tout au long de Sinister. D'ailleurs, je trouve le film tellement
glauque que cela renforce aussi toute l'horreur et le malaise en tant que spectateur. L'utilisation de la caméra Super 8 pour les séquences de meurtre est particulièrement efficace. Ces films d'apparence amateur, avec leur grain d'image dégradé et leur silence morbide, accentuent l'horreur. Chaque nouvelle bande Super 8 qu'Ellison visionne dévoile une scène plus perturbante que la précédente, et la juxtaposition de ces images domestiques banales avec des actes de violence brutales, créant une atmosphère de terreur croissante. La bande-son créée par Christopher Young joue également un rôle crucial dans l'établissement de l'atmosphère du film. Plutôt que d'utiliser une partition musicale, Young intègre des sons industriels, des grincements et des bruits ambiants étranges pour accentuer le malaise. Cela plonge le spectateur dans l'univers du film, mais aussi du démon. Alors il y a eu un deuxième film qui est sorti, malheureusement ce deuxième film ne fait pas du tout honneur au premier, je vous le déconseille fortement. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant pour finir, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Première news, le PDG de la 20th Century Fox annonce un nouveau film Predator et une suite à Alien Romulus. Il a fallu attendre quelques années avant que la franchise Predator renaisse de ses cendres, car oui, même si j'ai un avis moyen sur le film, Prey a mérité de rendre la franchise intéressante. Car oui, Predator Badlands, qui est prévu le 7 novembre 2025 au cinéma, eh bien il y aurait un autre film Predator avant Badlands. Oui, 2 films Predator en 2025, vous avez bien entendu, et réalisés par la même personne, à savoir Dan Trachtenberg, réalisateur donc du premier film Prey. Contrairement à Badlands, on ne sait pas encore si il y aura également une sortie cinéma, on ne sait pas non plus si ce sera un live action ou de l'animation, c'est juste grâce au Hollywood Reporter que le film sortira avant le 7 novembre 2025 et également via les confessions de Steve Asbell, donc le PDG de l'écurie 20th Century Fox, qui déclare: « Je vais vous dire les choses très simplement. Après le succès de Prey, Dan, le réalisateur, est revenu et a dit qu'il ne voulait pas faire Prey 2. On lui a demandé mais qu'est-ce que tu veux faire? Et il nous a balancé un tas d'idées qui étaient vraiment folles mais vraiment cool. En fait, nous en avons fait 2. 2 sortiront l'année prochaine. Je ne peux pas encore parler de l'un d'entre eux, celui qui est tourné en secret notamment, mais l'autre est le film Predator en prise de vue réelle avec Elle Fanning, donc celui de Badlands, qui vient d'être terminé en Nouvelle-Zélande et sortira en salle dans le courant de l'année prochaine. Si la qualité médiocre d'Alien Romulus est toujours dans les débats encore aujourd'hui, le box-office en est tout autre, car oui, Alien Romulus est incontestablement un succès. Nous avions déjà évoqué ce qui n'allait pas dans cet épisode la semaine dernière, si vous voulez avoir plus d'informations. En tous les cas, 350 millions, effectivement, ça motive le studio sur une suite avec nos personnages restants. À la fin du film, une suite aura bien lieu. Steve Asbell, qui a déjà évoqué les 2 suites de Prey, poursuit sa confession cette fois-ci sur Alien Romulus et sa suite. On travaille sur une suite en ce moment. On n'a pas encore conclu notre marché avec Fede Alvarez, mais nous allons le faire. Et il y a une idée sur laquelle on travaille. 2 survivants, Ren et Andy, joués par Kay Spinney et David Johnson, étaient les éléments les plus marquants du film. Et donc, je vois toujours les choses ainsi. Waouh, où les gens veulent-ils les voir aller ensuite? Nous savons qu'il y aura des aliens, nous savons qu'il y aura des grandes scènes d'horreur, mais je suis tombé amoureux des 2 et je veux connaître leur histoire. Alors vous allez me dire, c'est des phrases un petit peu de producteur évidemment. Après tout, je ne suis pas non plus fermé à une suite, si et seulement si, évidemment, on arrête la nostalgie pour avancer dans la saga et que ce soit bien traité, un petit peu comme le début du film par exemple. L'occasion est donnée après tout, les personnages ont été attachants, je peux pas le nier, donc une suite peut être une bonne chose, et c'est possible si on arrête de faire des remakes déguisés et on donne de la personnalité aux situations. Ren et Andy ont repris la direction de la planète Ivaga, censé leur offrir une meilleure vie, ce quoi donner du grain à moudre pour une histoire totalement originale, en tout cas on croise les doigts. Deuxième news, Tom Holland rejoint le casting de Christopher Nolan. Le prochain film du réalisateur semble encore une fois vouloir se mettre en danger et aller vers une autre direction, à savoir le genre horrifique. Si Matt Damon serait le rôle principal, Tom Holland rejoint également le projet. Après le genre du biopic, Nolan fera un film d'horreur selon le site Gizmodo. Le film de vampire se situant dans les années 20, évidemment rien d'officiel mis à part le casting évoqué, mais je dois avouer que cela peut être intéressant de voir Nolan s'éloigner et prendre la direction du genre horrifique. Et bien écoutez, réponse en juillet 2026. Troisième et dernière news, les premiers avis de Gladiator 2. Si la nostalgie n'est pas terminée en 2024, car la première bande-annonce du prochain Ridley Scott était basée là-dessus, on espère tout de même
que cette suite va s'éloigner en étant épique et les premiers retours semblent être positifs pour la plupart. Voici un florilège des premiers retours concernant le film. Ridley Scott retourne dans le Colisée pour prouver au monde qu'il a toujours le vent en poupe avec Gladiator 2. C'est un épique conte shakespearien sur l'espoir et la futilité du pouvoir dans un système en ruine. Denzel se régale dans une performance machiavélique à couper le souffle. Quel film! Soyez tranquille Romain, Gladiator 2 est le genre de grosse production d'excellence dont seul Ridley Scott a le secret. Tout fonctionne parfaitement. Il y a quelque chose de Top Gun Maverick dans sa capacité à convoquer le passé tout en y ajoutant quelque chose de nouveau. C'est un film audacieux et musclé d'un cinéaste légendaire. Gladiator 2 nous offre un festin des plus riches en action épique et en trahison délicieuse immorale. S'inscrivant avec style dans les pas de l'original, Paul Mescal mène avec aplomb un casting solide et stellaire. Denzel Washington, Joseph Quinn et Fred Ischinger sont d'une puissante unité. Gladiator 2 n'est pas tout à fait à la hauteur de l'original, mais c'est une très bonne suite avec de gros enjeux, une histoire solide et d'excellents acteurs. Je l'ai beaucoup apprécié et il vieillira probablement bien. Mais il lui manque juste un peu d'émotion. Tout est très facile et superficiel. Gladiator 2 raconte la lutte entre la vengeance et l'honneur. Chacun donne absolument tout ce qu'il a dans cette suite épique qui transcende son héritage tout en lui rendant hommage. C'est tellement vivant, sensible et nuancé, Ridley Scott a beaucoup à offrir. Tout porte à croire que le film est une réussite. Réponse donc le 13 novembre 2024 en salle. Et vous, qu'attendez-vous de tous ces films? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.